Abdelhamid. Je suis tunisienne, donc pour moi, quand on dit tunisienne, donc je suis africaine forcément. Bien que si la majorité des Tunisiens ne se voient pas africains, mais moi je revendique justement mon africanité et je pense que être tunisien, forcément être africain. Voilà. Récemment docteur en géographie sociale, donc j'ai commencé mes études en Tunisie, au début dans le sud de la Tunisie, après j'ai eu mon bac, je suis allée à Tunis où j'ai effectué une maîtrise en histoire à l'université de la Manouba. Après un DEWA en histoire, j'ai décidé après de faire une thèse en géographie sociale et donc je me suis inscrite à Nanterre, Paris-Nanterre. Donc du coup, là je viens de finir une thèse en géographie sociale sur la société oasienne dans le sud tunisien, à la ville de Gabès, avec le géographe Habib Ayeb. Je me suis engagée justement dans la lutte contre le racisme anti-noir en Tunisie après la révolution. Donc la révolution qui nous a offert, la révolution tunisienne, donc tout le monde certainement a entendu parler de la révolution tunisienne qui a eu lieu fin 2010, début 2011 et que cette révolution qui est venue après deux dictatures, j'allais dire, avec Bourguiba et avec Ben Ali, là où on n'avait pas droit de parler de la diversité de la société tunisienne. Donc avec Bourguiba, il y avait pas, on était tous homogènes, soi-disant des Tunisiens. Il a beaucoup travaillé sur la notion de la tunisianité et du coup, il a étouffé toutes les composantes différentes de la société tunisienne, des Amazirs, les Noirs, les Juifs et tout. Et donc du coup, on se représenté en tant que noir homogène, alors qu'en réalité la Tunisie c'est aussi une mosaïque de plusieurs populations, y compris les noirs, qui ont évolué à la marge de la société. Et du coup, merci Révolution tunisienne qui nous a justement offert cet espace et nous a offert la parole justement pour s'exprimer de nous en tant que tel. Et donc du coup, en fait, il y a eu un mouvement contre le racisme qui a été né justement les premiers mois de la Révolution en 2011, dont j'étais membre en fait de cette dynamique, cofondatrice de la première association qui parle des Noirs tunisiens. C'était l'association Adam pour l'égalité et le développement. Nous sommes arabes, nous sommes musulmans. Donc culturellement nous avons la même, on partage la même culture, on partage les mêmes ambitions, on partage, sauf qu'il y avait beaucoup de racisme latent qu'on ne dit pas, mais un racisme qui est vécu par les Noirs. Avant on n'en parle pas. J'avais déjà parlé dans mes écrits sur un mouvement qui allait commencer les années 60 mais qui a été très vite avorté, c'est celle de Slim Merzoug. Donc c'est un personnage noir et qui a voulu justement porter à la surface la question de racisme, mais c'était dans une période un peu sensible qui était la période post-coloniale. Et donc du coup ici nous sommes dans un moment ou dans un contexte où la politique de Bourguiba a beaucoup travaillé justement sur la nation homogène, la nation solide, la nation et du coup en fait le mouvement des années 60 de Slim Merzoug a été arrivé dans le mauvais moment et donc ça a été très vite avorté par le pouvoir. Et Slim Merzoug, il a fini dans un hôpital psychiatrique jusqu'à pratiquement sa mort. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est appelé à reconstruire, justement, à déconstruire d'abord cette histoire, que ce soit l'histoire contemporaine ou l'histoire très lointaine, y compris l'histoire de l'esclavage. Et du coup, je pense que la question du racisme en Tunisie présente un nouveau débat sur l'identité multiple et complexe.
de noir lui-même, et qui est en train, moi je dis, qui est en train de se chercher, parce que il vit en fait cette frustration d'être noir dans une société majoritairement non noire, et en même temps il ignore beaucoup ou occulte beaucoup sur sa vraie identité. Voilà. Je pense que quand j'étais petite, j'ai vécu dans le silence. Bien que, comme tous les petits, donc quand on est petit, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on observe, parce que le petit, l'enfant, il observe très bien, sauf qu'il n'a pas les outils de s'exprimer et d'analyser ce qu'il a vu, ce qu'il a observé. Du coup, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui ne marche pas, que je suis peut-être vue autrement, que je suis vue différemment, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je savais déjà que j'ai une couleur différente des autres, mais tout ça n'a pas été conceptualisé dans ma tête, parce que comme je vous ai dit, j'ai vécu dans une société culturellement arabo-musulmane, et donc du coup, on m'a fait comprendre que je suis tunisienne, arabo-musulmane, et c'est tout. Et donc la notion de l'africanité, ou être africain, ou associé à la couleur, donc ça c'était pas vraiment une question abordée, ni dans la famille, ni dans mon entourage des Noirs. Donc du coup, on dit que nous sommes Noirs, oui, on est différents, on est discriminés parfois, donc entre nous, dans les cercles très fermés, on parle du racisme, sans que ce concept ou ce sens soit expliqué et analysé, ou le pourquoi de la chose, ou le comment. Bah, peut-être le comment, oui, parce qu'on dit que nous sommes discriminés, il y a des obstacles invisibles pour qu'on puisse accéder par exemple à des postes, accéder à participer, moi je dis en fait participer dans la dynamique sociale, économique et politique. Donc on a évolué dans la marche de la société. Quand je suis devenue beaucoup plus grand, particulièrement quand je suis allée à l'université, j'avais rencontré des étudiants qui sont venus de l'Afrique subsaharienne et de la Mauritanie. Et c'est de là qu'on a commencé à parler ouvertement sur la question de l'esclavage. Je me rappelle que quand j'étais étudiante, il y avait une question qui m'a beaucoup choquée. Et que j'ai menti en fait dans ma réponse, parce que j'étais pas prête de parler de ça. J'avais rencontré un étudiant qui est devenu après un grand ami, Omar Diagana. Il vit encore en Tunisie. Il m'avait posé la question, il m'a dit en Tunisie, est-ce que vous avez les esclaves, les descendants esclaves, est-ce que vous êtes descendante esclave ou vous êtes libre? Parce que nous en Mauritanie, on a ça. Il m'a dit, moi par exemple, je viens d'une famille noble. Bon, alors qu'il y a les descendants, le Haratine, il m'avait expliqué un peu l'histoire de la Mauritanie. Et moi, ma réponse, parce que j'avais pas l'habitude de parler de l'esclavage en fait, ouvertement, et que je n'ai jamais été assimilée à une image d'une descendante esclave. Et du coup, bien que je savais qu'il y avait de l'esclavage en Tunisie, donc on m'a jamais appris que les Noirs, ou on m'a jamais dit directement que les Noirs, on disait des mots aussi, fa'abd, c'est-à-dire ce sont des noms qui sont en relation avec un statut d'esclavage, mais nous, on n'a jamais intégré l'idée que nous étions, par exemple, descendants esclaves. Ou bien c'est les ancêtres, ou bien peut-être que nous, on est tunisiens, c'est tout. Donc du coup, en fait, c'est ça. L'idéologie générale, c'était nous sommes que des Tunisiens. Et donc Omar, il m'a choqué avec cette question. Et ma réponse était non, nous on n'a pas d'esclavage en Tunisie. Donc c'était la réponse de toute la société. Par exemple, une autre femme qui n'est pas noire aurait aussi dit la même réponse. Et donc je lui dis non, moi je suis libre, mes parents sont libres, et puis la question de l'esclavage, ça nous concerne pas. Nous sommes Tunisiens et c'est tout. Mais c'est une question qui m'a beaucoup, qui a trotté dans ma tête, et je pense en fait que c'est la question qui m'a boosté un peu en fait, et du coup peut-être que c'est à partir de là que j'avais commencé à avoir un autre regard. Donc il a fallu que je rencontre des subsahariens pour parler un peu de l'histoire de l'Afrique, pour
essayer de comprendre ou pour me mettre justement dans cette réflexion sur mon identité en tant que femme noire dans une société majoritairement, je dis pas blanche, mais majoritairement pas noire. D'abord, enfin, dans une société, j'allais dire en fait patriarcale, une société arabo-musulmane avec toutes les idées que cette société porte sur la femme déjà. Être femme, être noire, ça ne peut pas être un avantage. Mais justement, en fait, comment faire de tout ça un avantage? Donc du coup, moi j'ai évolué dans une société qui est aussi une société des luttes des femmes en général. Sans dire que c'est une femme rurale, femme noire, femme... donc la lutte de la femme. Quand on parle en Tunisie, on ne dit pas les femmes, on dit la femme. Et donc du coup, il y avait quand même une tradition de lutte pour les droits des femmes en Tunisie. Sauf que après, on se sent très dans cette vague de lutte, alors que cette vague de lutte en fait ne nous représente pas. C'est une vague qui, en réalité, qui n'a jamais parlé de nous, mais on a essayé de s'assimiler quand même à cette vague de lutte des féministes pour se sentir bien. Alors que quand on est à l'intérieur de ce mouvement de féministes, là on se sent beaucoup plus mal parce que finalement ces femmes ne parlent pas de moi en tant que femme noire, viennent du sud. Donc j'ai une autre spécificité ou des autres caractères. Enfin, donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle conscience que la société tunisienne, dans la société tunisienne, il n'y a pas une femme, il y a des femmes. Il y a des différentes classes, des différentes appartenances sociales, de différentes couleurs et de différentes régions aussi. Parce que je pense que les mouvements des femmes dans la capitale ne peuvent pas présenter 100% les femmes rurales, par exemple, qui sont très marginalisées, qui appartiennent à une classe sociale très défavorisée et qui ne peuvent non plus parler de la femme noire. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il est temps de dire, c'est pas prendre l'initiative pour parler, mais de dire que le mouvement féministe en Tunisie n'a jamais parlé des femmes différentes. Et je suis une femme différente. Et donc, je ne me vois plus, justement, dans ce courant. Je pense que l'histoire parle tout seul. Sauf que nous avons du mal justement à regarder cette histoire de l'Afrique en général, y compris la relation de l'Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Quand je dis l'histoire parle tout seul, ce qu'il y avait un rapprochement naturel à travers l'histoire entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Sauf que ce rapprochement, il reste non assumé par le nord de l'Afrique. Et c'est hypocrite, c'est de l'hypocrisie quand nous avons une relation très proche qui a été effectuée par l'histoire. Quand on parle par exemple de l'Empire Sangaé, c'est un mélange entre les Berbères nord-africains et les Noirs. C'est les Berbères nord-africains qui ne sont pas noirs, qui sont partis au Mali pour justement constituer, pour les historiens, donc ils savent très bien. Donc il y avait déjà une relation et un métissage entre le Nord et l'Afrique. Je ne suis pas spécialiste de cette histoire relationnelle, mais il faut lire. Il y avait des historiens qui ont travaillé sur ça. Il y avait des panafricanistes nordistes, si je peux dire, c'est-à-dire de nord-africains qui ne sont pas noirs mais qui sont panafricanistes. Et je cite l'historien Klili, qui lui, Reda Klili, c'est un panafricaniste qui a travaillé beaucoup sur l'Afrique et tout. Bourguiba lui-même, bien qu'il n'a pas affiché à 100% cette relation avec l'Afrique, mais il était l'ami intime de Senghor. Il a été parmi les fondateurs de l'Union africaine. Et donc du coup, sauf qu'aujourd'hui, il y a une rupture.
une rupture, j'allais dire rupture politique. Et on n'assume plus notre relation avec l'Afrique. La relation diplomatique, la relation économique, la relation... Et justement, il y a un rejet de l'Afrique noire, il y a un rejet de l'homme noir, même s'il est arabe, donc sa couleur donc, renvoie à un Africain subsaharien, donc il est rejeté. Donc on rejette tout ce qui est africain, alors que nous sommes en plein au cœur de l'Afrique. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, une partie de la Mauritanie, les Maures qui ne se considèrent pas aussi noirs ou africains. Donc ça, c'est un problème identitaire. Donc du coup, moi je pense qu'il y a une crise identitaire. Donc aujourd'hui, si on veut parler d'une Union africaine, parce que de toute façon, quand on fait l'union avec l'Europe, on est déjà marginalisé. Donc cette entité de Nord-Afrique qui se voit beaucoup plus méditerranéenne, qui se voit beaucoup plus, comme a dit une amie, je me sens beaucoup plus italienne qu'africaine alors qu'elle est tunisienne. Donc je pense qu'il y a une crise identitaire, il y a une position politique aussi. Donc nous avons aussi une position politique de l'Afrique. Et c'est grâce à tout ce qui a été acheminé comme point très négatif sur l'Afrique. Donc du coup, il ne faut pas attendre qu'ils nous disent de bien sur l'Afrique, il faut aller chercher tout seul pour se réconcilier avec notre partie subsaharienne africaine. Je pense que les Noirs tunisiens ont toujours vécu dans l'intimidation. Et cette intimidation a fait que eux-mêmes ont du mal à s'assimiler à des subsahariens. Donc du coup, c'est vrai que et moi-même, j'ai dû faire un travail sur moi-même en fait pour changer ce ressenti de rejet de l'autre subsaharien que en réalité physiquement me rassemble, mais je ne me vois pas en lui. Alors que, en principe, peut-être que physiquement, je suis beaucoup plus proche à une subsaharienne qu'à une Tunisienne qui parle ma langue, qui a ma religion, qui porte ma culture et tout. Et donc, en fait, cette intimidation a fait que les Noirs tunisiens rejettent l'Afrique. Aujourd'hui, je pense que, avec les écrits, moi, je dis que l'entrée de la science sociale, c'est une bonne entrée pour pousser l'analyse de la chose et essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe et c'est pour en fait préparer à ce qui va passer dans l'avenir. Et je pense que ce qui va se passer dans l'avenir va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus dans la paix avec notre conscience, dans la paix avec notre vision de la chose, et que cette rupture, que ces murailles en fait que l'histoire malheureusement a instaurées tombe et que le pont soit plutôt facile entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et je pense que bien évidemment il faut travailler sur ça. En Tunisie, c'est vrai que le mouvement des Noirs, c'est un mouvement mixte. C'est un mouvement qui a été né à travers un groupe mixte des hommes, des jeunes, des moins jeunes, mais surtout des femmes. Parce que les femmes ont adopté plusieurs stratégies. Ces stratégies passent particulièrement par l'écriture. Quand nous avons commencé le mouvement, nous n'avons pas trouvé des références qui nous représentent. Et donc nous avons dit, il faut que nous le fassions pour laisser des traces à des générations qui viennent. Et du coup, c'est l'entrée de la science sociale, c'est l'entrée de l'écriture. Et le premier texte, que ce soit vulgarisé dans des journaux ou dans des sites qui ont été écrits sur le racisme en Tunisie, c'était des textes publiés par des femmes. Et je cite, à titre d'exemple, Amina Soudani qui a parlé de son expérience contre le racisme ou du racisme en Tunisie. Harbewi Zouhour, c'est une journaliste qui n'est pas noire, mais elle est une femme racisée parce qu'elle a vécu en France, donc elle savait très bien ça veut dire quoi la France, et elle a toujours été avec la cause des Noirs et contre le racisme. C'est-à-dire Mousbeh, moi-même.
et plusieurs en fait femmes qui maintenant en fait ils se sont converties à l'écriture. On a des romancières maintenant qui ce sont des femmes noires, et je pense en fait que les femmes noires, tellement ils étaient discriminés parce que d'abord ils étaient une femme, ils sont des femmes dans une société patriarcale, mais aussi ils sont des noirs. Donc je pense que pour eux, écrire, c'est aussi une manière de s'exprimer, une manière de casser le tabou de cette société. Et moi, je salue justement ce mouvement. C'est le noyau justement d'un petit mouvement. Elle n'est pas encore annoncé, mais c'est un petit mouvement féministe des Noirs qui commence en fait à être là sur l'espace public, En fait, moi mon message en tant que militante, donc du coup, en fait, je suis toujours, je trace, quoi, je n'arrive pas, je ne m'arrête pas. Moi, ce que je veux dire, c'est vrai que nous subissons du racisme, de discrimination à plusieurs niveaux. Moi, le message que je passe à la jeunesse, qu'il ne faut pas vraiment intérioriser cette frustration, et que cette frustration se transforme en une colère, mais une colère saine et une colère constructive. Et constructive, donc on lutte, on écrit, on parle et on essaye justement de dialoguer, parce que je pense que en fait tout se passe à travers